Le nouveau banc d'essai de Massey atteint un autre niveau. Des sections de tours arrivent à Sanchez. Des Cessna 172 sont suspendus dans le ciel comme les briques ne le font pas, grâce à Douglas Adams, et la destruction en cours de l'installation de lancement suborbital historique ici à Starbase, Texas. Salut les terriens, soyez les bienvenus pour ce tour d'inspection des chantiers de la Starbase à Boca Chica, choisi par SpaceX pour le développement de son programme Starship. Je vous aurais bien fait un petit topo du programme, mais comme je ne voudrais pas que mon introduction soit trop longue. Nous en parlerons, et bien plus encore, en parcourant les dernières images présentées par RGV Aerial Photography. En raison du temps toujours nuageux, les images prises ici, le 18 mai, sont prises à 4000 pieds, ce qui offre un angle différent et montre souvent des détails auparavant cachés. Alors, en commençant par le centre d'essai de Massey, jetons un coup d'œil. Voici une carte étiquetée du site pour vous familiariser avec la disposition. Comme toujours, nous commencerons par le nouveau stand de feu statique, où de nouvelles canalisations sont en cours d'installation à droite des réservoirs d'eau. Au sommet de ces réservoirs, on peut voir que les principales conduites d'eau ont reçu une nouvelle couche de peinture noire. La zone à droite de la tranchée anti-flamme est en cours de construction pour permettre l'accès au-dessous des navires sur le stand. En nous concentrant sur la partie écluse du parc de stockage, nous pouvons voir que le béton a été arraché et qu'une grue est en cours de construction avec une plateforme de forage CFA avec des segments de ferme posés sur le sol à gauche. En ce qui concerne la zone d'essai structurel, nous pouvons constater que des progrès significatifs ont été réalisés avec l'installation de rails et de plateformes d'accès à la fois dans le nouveau banc d'essai structurel et dans la plateforme. D'autres rails peuvent être vus derrière le bâtiment de fabrication au sol. À côté du premier niveau, on peut voir le deuxième niveau en cours de préassemblage sur les plots d'encastrement vus lors des survols précédents. Voici un rendu de Chrome Kiwi pour vous donner une idée de ce à quoi pourrait ressembler la structure finale. Également à proximité, nous pouvons voir des plateformes d'accès supplémentaires qui se trouvaient à proximité des sous-refroidisseurs de l'écluse lors du survol précédent. Il y a encore d'autres zones de béton qui s'apprêtent à être coulées. Les zones de saleté diminuent rapidement et il ne reste plus que quelques petits morceaux. Passons à Sanchez, d'accord ? Jetons un coup d'œil rapide à la carte des étiquettes afin que ceux qui ne connaissent pas le site puissent avoir une idée de la mise en page. En commençant par le bâtiment GSE, il semble qu'une réorganisation était au menu la semaine dernière, alors que les préparatifs se poursuivent pour l'arrivée des sections de la tour et potentiellement aussi pour la construction future du parc de stockage. Les matériaux auparavant stockés sur le côté gauche du bâtiment depuis ce point d'observation ont été déplacés, avec des étagères s'étendant désormais à l'arrière du bâtiment le long du périmètre. Les raccords de tuyauterie, les vannes et les tuyaux cryogéniques isolés s'empilent. Les deux stands de transport n'ont pas beaucoup changé cette semaine, mais nous avons une autre structure qui s'assemble à côté du booster cap terminé qui n'a pas encore été déplacée. La structure vue en construction ici, lors du dernier survol, a été déplacée, probablement vers l'usine à étoiles, et la suivante est en train de prendre forme. En se déplaçant à l'arrière du site, derrière la zone de traitement des eaux et la centrale électrique, du nouveau béton a été posé le long du périmètre. Il ne serait pas surprenant de voir davantage de béton coulé sur la pente adjacente à la lisière herbeuse, semblable au site de lancement, pour mieux prévenir l'érosion. Un mur de soutènement similaire à celui situé derrière le chantier de construction et le village pourrait constituer une alternative de contrôle de l'érosion. À l'avant du chantier, à côté de l'autoroute 4, une foreuse horizontale est exposée à l'intérieur d'un espace clôturé. En bas à droite de cette vue, une autre zone délimitée par des barrières en jersey
est également visible, probablement le point de sortie de l'opération de forage. Il est possible que cela facilite la distribution d'énergie vers les dérivations situées dans les zones de construction des sections de tours, mais nous ne pouvons en être certains. En parlant de sections de tours, nous en avons désormais 4 au total à Sanchez. Après l'arrivée du tronçon 7 du port le 15, le tronçon 3 a fait son chemin vers le site le samedi 18. Lorsque les sections sont livrées sur des remorques modulaires hydrauliques tirées par des camions, elles sont descendues sur des caissons et un espace de stationnement temporaire afin que le camion et les remorques puissent être retirés. Les SBMT se déplacent ensuite en dessous et déplacent les sections vers leur position finale. En zoomant pour examiner de plus près la section 3 de la tour, nous pouvons voir à quel point la tuyauterie est déjà assemblée sur ces sections. Cela rendra le processus d'empilage beaucoup plus rapide et réduira la quantité de travail requise une fois la tour érigée. Lundi matin, 20 mai, la section 1 de la tour a fait son chemin depuis la route de connexion du port jusqu'à Sanchez. Après avoir été observé mardi, près de l'autoroute 4, le tronçon 2 est devenu le plus récent à être transporté mercredi matin, 22 mai. Il ne reste plus au port que le tronçon 6. Il ne devrait pas tarder à voir les sections 4 et 5 effectuent également le long voyage de la Floride au port de Brownsville, ces sections étant dotées des charnières requises pour le bras QD du navire. Au jardin des fusées, il ne reste que quelques moteurs sur le booster 4. Il ne faudra pas longtemps avant que ce symbole emblématique du jardin ne disparaisse. À une courte distance se trouve le stand de simulation de poussée du navire en attente après avoir ramené le S-31, affectueusement connu sous le nom de Sparky, sur le chantier de construction à la suite de son incident choquant chez Massey. Il reste à voir si le S-31 sera le prochain navire à honorer le stand et si oui, combien de temps nous devrons peut-être attendre après le bobo électrique. À l'usine de gazéification, les travaux se poursuivent pour creuser des canalisations sous Remedios Avenue, ainsi que vers Mega Bay 1 et la Grande Baie pour la livraison de produits tels que l'oxygène, l'argon et potentiellement également l'azote. Le High Bay est-il simplement un arrêt en cours de route alors qu'ils envoient des gaz vers Star Factory ou cela pourrait-il être le signe que le High Bay reste encore un bon moment? Faites-moi savoir ce que vous pensez dans les commentaires. Nous terminerons l'examen de Sanchez cette semaine par un aperçu du parking construit rapidement. La construction des 2 extrémités de la structure par 2 grues a désormais abouti à une rencontre au milieu. Il ne faudra pas longtemps avant que ce projet s'achève, après ce qui semble être quelques semaines seulement depuis que la dalle en béton préfabriqué a commencé à se soulever. C'est tout pour Sanchez, alors jetons un œil au chantier de construction. En raison de la nature basse altitude de ce survol, nous nous dirigerons vers le sol où nous pourrons voir des sections de l'article de test B14.1. Ceux-ci comprennent un dôme avant, un dôme commun et une section simple à 4 anneaux et ont été déplacés dans Mega Bay 1 les 15 et 16 mai. Le navire 31 se trouve à l'avant-droit de la baie haute après son retour de sa campagne de test cryogénique avec un chemin de roulement incendié le 14. Le navire 30 se trouve dans le coin arrière droit. Pendant ce temps, Mega Bay 2 est vide de vaisseaux, mais la structure d'échafaudage derrière le poste de travail central a été complètement supprimée. En regardant maintenant cet angle du chantier de construction, nous pouvons voir que l'élévation des colonnes verticales en acier et des supports horizontaux est en grande partie terminée dans la zone, reliant Mega Bay 2 au bâtiment d'usine original de la phase 1. En comparant cette semaine à la semaine dernière, une légère saillie par rapport à l'usine peut être constatée. En raison de l'absence de pont roulant dans cette section, il est probable que cette section de l'usine stellaire soit utilisée pour le stockage des moteurs Raptor avant leur installation sur les navires de Mega Bay 2.
Ce survol à basse altitude nous a également permis de constater que les tuyaux de drainage du toit ont été reliés à la façade ouest de l'usine étoilée. En effectuant un zoom arrière, nous pouvons voir les rangées d'unités CVC qui ont été installées au cours des 2 dernières semaines. Ceux-ci stabiliseront les conditions intérieures de température et d'humidité, conduisant à une meilleure qualité de soudure. C'est encore un autre bon signe que SpaceX avance rapidement pour démarrer la production dans les phases nouvellement construites d'ici la fin de l'année. En regardant la zone des volets arrière, 4 peuvent être vus dans les racks et un au sol. Ceux-ci resteront de la même conception pour Starship Block 2, bien que le site des volets avant, plus incliné, ait été déplacé il y a une semaine dans l'usine d'étoiles. La tente 4, qui est utilisée pour le carrelage des rabats, continue d'être imperméabilisée et peinte, car il semble que SpaceX souhaite conserver la structure encore un peu. Le nouveau bâtiment pourrait être une autre station de pompage d'incendie ou une station de pompage pour pomper les eaux usées dans le puits voisin et dispose désormais d'un ensemble mystérieux de tuyaux menant sur le côté. En déplaçant notre attention vers la zone de l'immeuble de bureau, zoomons pour avoir une idée de la profondeur des fondations qui peuvent se connecter à l'usine étoilée. En regardant la section la plus basse et la plus récente de l'immeuble de bureau, il semble manquer de grandes traverses trouvées dans les autres sections, ce qui suggérerait un toit plus bas et un plan d'étage plus étroit. En se déplaçant désormais vers le village, la construction de plusieurs maisons se poursuit sur ce tronçon de route entièrement asphalté. Prenons un moment pour vérifier la carte étiquetée du site de lancement grâce, vous l'aurez deviné, à Proki. Le survol à basse altitude et les conditions brumeuses ont constitué un défi pour le site de lancement cette semaine, l'essentiel de l'activité étant concentré sur le retrait du site suborbital. Entrons directement dans le vif du sujet. En regardant le terrain devant le panneau Gateway to Mars, nous pouvons voir que les travaux de nivellement semblent être en grande partie terminés avec du gravier jusqu'à l'autoroute. Les opérations de forage des pieux en béton se sont poursuivies depuis notre dernier survol. Dirt couvre encore les progrès réalisés jusqu'à présent. Sur cette image au sol, nous pouvons voir à gauche une cage d'armature descendue dans un trou récemment percé. En regardant vers la gauche, nous pouvons voir quelques piles de tuyaux en plastique blanc. Ceux-ci font probablement partie d'une installation d'assèchement du point de puits qui entourera les pieux en béton. Ce système a été utilisé pour empêcher l'eau de pénétrer dans les trous creusés autour des semelles des immeubles de bureaux, ainsi que pour la reconstruction sous l'OLM après les dommages de l'IFT-1. Une documentation récente de la FAA suggère que la zone carrée en cours de renforcement sera l'emplacement de la prochaine tour de lancement. Il serait donc logique qu'un trou profond pour une importante couverture de pieux soit bientôt creusé. Alors que nous reprenons notre vol, nous pouvons constater que des progrès significatifs ont été réalisés dans le retrait du parc de stockage suborbital. Entre les 2 grues de Bosquet, les 2 réservoirs de méthane ont été retirés. Le plus petit réservoir a été retiré et transporté par camion le matin du survol. Le plus gros réservoir, qui a également été transporté sur une remorque spécialisée pour les charges surdimensionnées, a été garé ici, sur la rampe menant à l'ancienne plateforme suborbitale A et est reparti le lendemain, le 19 mai, où il était garé du côté de la route de connexion portuaire où se trouvent les segments de la tour. Ont été organisés en attendant la fermeture des transports. Les 3 réservoirs d'eau qui se trouvaient juste à gauche de la construction du pad B, souvent appelés les 3 amigos, ont également été retirés du site. Sur cette image au sol, nous pouvons voir le 3e et dernier réservoir posé sur le côté avant d'être traîné sur le côté
et impitoyablement brisé en petits morceaux par deux des excavateurs. On ne sait pas si ces réservoirs allaient être préservés ou non, mais le premier réservoir, lorsqu'il a été soulevé de son emplacement précédent, a connu une défaillance du point de levage, ce qui a entraîné sa chute au sol et son atterrissage sur le côté. Peut-être à la suite de cet incident, les efforts visant à déplacer ces chars ont-ils été abandonnés. Suite à la répétition générale humide du 20 mai, nous y reviendrons plus tard, le recondenseur de méthane derrière cette grue a été retiré ainsi qu'un sous-refroidisseur de méthane et quelques pompes et vaporisateurs supplémentaires. Plusieurs tentatives ont également été faites pour soulever le char LN2, visible ici à droite, mais ces efforts ont été avortés pour des raisons inconnues. En regardant plus loin sur le site, on ne voit pas grand-chose des améliorations apportées au parc de stockage. Tous les systèmes ont été soumis à un entraînement le 17 mai, alors que SpaceX effectuait un test partiel en réservoir de la pile complète, suggérant que la vérification finale des mises à niveau était prévue avant la répétition générale complète. En regardant maintenant les réservoirs verticaux, nous pouvons constater que la démolition de ces réservoirs d'origine progresse rapidement. Lors du survol de la semaine dernière, les 3 réservoirs LOX et les 2 réservoirs LN2 étaient toujours complets. Cette semaine, nous pouvons constater, comme le réservoir d'eau transformé en méthane avant lui, il semble qu'ils aient choisi de laisser les sections inférieures des coques en place pour contenir les débris du socle en béton, car ils se sont brisés à l'intérieur. À gauche, entre le parc de stockage et l'autoroute, la coque a été retirée du 2e réservoir LN2 et les équipes peuvent être vues coupant une partie du fond en morceaux de taille plus maniables, la coque étant complètement détruite le 19 mai. Cette image au sol montre les sections inférieures des 2 coques du réservoir ainsi qu'une partie de la perlite restante reposant sur les anneaux de support du réservoir GSE1. Dans la nuit du 20 mai, le LR-1000 a récupéré l'épandeur de charge de 9 mètres et a fixé le réservoir intérieur pour la mise au rebut. À ce stade, il ne reste que les 3 réservoirs verticaux LOX, l'élimination de la perlite étant apparemment en cours sur ces réservoirs également. En restant au sol, nous pouvons voir la pile complète du Flight 4 composée du Booster 11 et du Ship 29. Comme mentionné précédemment, la veille de la prise de ces images, un test de ravitaillement partiel a été effectué susceptible de permettre la mise en service des nouveaux systèmes de réservoirs avec le navire, car c'était la première fois qu'un navire était chargé de propulseurs provenant des nouveaux réservoirs horizontaux. À la base du Booster 11, nous pouvons voir les équipages inspecter le réservoir LOX avec des échafaudages recouverts et des bâches pour aider à protéger le réservoir des FOD, ainsi qu'un retour de tuyaux de ventilation pour protéger les équipages à l'intérieur du réservoir. Un deuxième tuyau monte sous le booster, suggérant qu'ils ont également ouvert des trappes dans le compartiment moteur pour les inspections. Le 20 mai, vu ici depuis la caméra RGV, la pile complète a effectué une répétition générale humide en préparation pour IFT4, tandis que le timing de chargement du propulseur semblait suivre un calendrier légèrement différent des tests précédents, ainsi que ce qui semblait être un LOX légèrement inférieur. Chargé en B11, SpaceX confirmera plus tard l'achèvement de la répétition du lancement du vol 4. Avec cela, il semble qu'il ne reste plus qu'à désempiler le navire 29 pour les travaux de carrelage restants et les vérifications finales dont les véhicules ont besoin avant l'installation du FTS et les approbations réglementaires. SpaceX a soumis une demande de détermination de sécurité publique à la FAA, qui est un processus alternatif de retour en vol qui pourrait permettre l'IFT4 sans clôturer l'enquête sur l'accident d'IFT3. Le 21 mai, de nouvelles fermetures ont été publiées sur le site web du comté de Cameron.
y compris une fermeture le 28 mai à partir de 5 heures du matin, répertoriés comme des tests hors vol, suggérant qu'il pourrait y avoir une autre tentative de répétition générale mouillée la semaine prochaine. Cette fermeture inclut des dates de sauvegarde les 29 et 30. Plus intéressant encore, le 1er juin a désormais une fermeture affichée à partir de minuit et jusqu'à 14 heures ce jour-là, avec des dates de sauvegarde les 2 et 3. Le document justificatif confirme que cette fermeture concerne les activités d'essai en vol et que la fenêtre de fermeture est conforme au calendrier des vols d'essai précédents. Et c'est tout pour l'épisode 42 de Starbase Flyver Update. Nous espérons que vous avez apprécié votre vol aujourd'hui avec RGV Aerial Photographie et nous espérons vous revoir. Si vous avez aimé ce que vous avez vu aujourd'hui, abonnez-vous pour plus d'épisodes ou rejoignez notre Patreon pour encore plus de contenu afin de ne pas manquer les dernières mises à jour de Starbase Texas. Abonnez-vous et laissez un commentaire. Pensez à garder vos serviettes avec vous à tout moment et ne paniquez pas. Que le premier des réservoirs LN2 a été mis au rebut, à l'exception de la partie inférieure de sa coque extérieure.